Donc, il me semble que tu es originaire de Paris au début. Je suis né à Paris, mais c'est un peu exagéré de dire que je suis originaire de Paris, parce que j'ai jamais vraiment vécu là-bas. Je suis plutôt D'accord. originaire de la Picardie, d'Amiens, Ah oui, mais c'est d'accord. vrai Donc, que tu je as suis né à grandi Paris. à Amiens. Hmm. Et donc, Ouais. tu as fait aussi ton doctorat là-bas. Oui, j'ai fait mon doctorat à Amiens. J'ai fait quelques passages aussi à l'université de Lille, où j'ai eu un master appliqué là-bas. Et puis, j'ai fait une partie de maîtrise à Chambéry aussi. À un moment donné, j'étais allé un peu explorer la psychologie sociale là-bas. Puis finalement, je suis revenu à Amiens parce que j'avais trop accroché au comportementalisme et il n'y avait pas énormément d'endroits où on pouvait vraiment étudier le comportementalisme pur et dur, on va dire. Et j'avais déjà trop mordu et du coup, je suis revenu et j'ai complété le reste de ma formation entre Amiens et Lille. D'accord. Donc, il y a une équipe, il y a un labo qui fait beaucoup de comportementalisme à Amiens. C'était le cas à l'époque, c'est plus le cas maintenant. Il y a peut-être encore un prof et encore, je suis pas sûr qu'ils soient encore dans le département de psychologie. Mais Steph Fréchat, qui était mon directeur de thèse, il est à la retraite maintenant. Et ça n'a pas vraiment été renouvelé, en tout cas pas par des comportementalistes de l'analyse du comportement. Et il y a peut-être des gens qui font des TCC, des choses comme ça, mais pas des comportementalistes qui explorent vraiment les théories de Skinner, etc. Il y en a à Lille, je pense, ça doit toujours être le cas à Lille, je pense. Oui. À Strasbourg, peut-être, il y avait Céline Clément, j'imagine qu'elle est toujours là-bas, je sais pas. Euh, et puis il y a Jean-Louis Monestès à Grenoble, bien sûr. Et il y avait à Amiens, ouais, effectivement, c'était un Et petit. raconte-nous comment tu pars aux États-Unis à Reno, du coup, travailler avec Steve Hayes, comment c'est quoi l'histoire? Ben, ouais, c'est un mélange de choses. C'est que pendant mon travail de thèse, j'ai commencé à être en contact avec des labos, notamment qui étaient au Royaume-Uni, en Irlande et puis aux États-Unis. La communauté ACT, donc j'ai fait ma thèse sur la théorie des cadres relationnels, qui est un petit peu le modèle théorique sous-jacent à l'ACT. Donc j'étais déjà les mains aussi dans l'ACT. J'explorais l'ACT avec Jean-Louis Monestès, qui était mon directeur de stage pendant pendant ma thèse, puis avec qui j'ai travaillé sur mes projets de recherche en thèse. Donc on explorait l'ACT, on était en contact avec la communauté ACT internationale, et c'est comme ça que j'ai créé des liens. Il y a une opportunité de faire un post-doctorat là-bas. Et donc ça s'est trouvé à peu près à la fin de ouais, à peu près un an après, ouais, c'est ça, même pas un an après ma thèse, la fin de ma thèse. Il y a eu cette opportunité que j'ai saisie. Et c'est comme ça qu'après, bah, je suis resté par ici, quoi. Et maintenant, Seattle. Et Seattle depuis quand même pas mal de temps, ouais, depuis plus de 10 ans maintenant, ouais. Hmm. Et maintenant, tu fais des formations un peu partout dans le monde. Ouais, je suis finalement plus à l'international qu'à Seattle même, parce que je travaille surtout en ligne actuellement. Comme j'ai lié pas mal de contacts au fil des années, la communauté ACT étant très soudée, très connectée. Hmm. La preuve, c'est comme ça que j'ai pu avoir des opportunités de venir ici, mais aussi vraiment dans pratiquement tous les pays du monde, il y a des gens qui font de l'acte et qui sont connectés à l'association internationale. Les conférences sont très accueillantes, très chaleureuses. Et donc finalement, j'ai beaucoup de gens avec qui je travaille dans mes formations, souvent des gens quand j'ai des groupes d'une dizaine de personnes, il y a souvent des gens qui viennent de quasiment les 5 continents. C'est très chouette de ce point de vue-là. Et une petite question personnelle, tu répondras peut-être pas tout de suite, mais au cours de ta présentation. Mais pourquoi est-ce si chaleureux l'acte? Hmm. Parce que c'est vrai que, enfin, il y a vraiment, c'est vraiment inhérent, cette Ouais. joie et Ouais, c'est une bonne connexion. question. Bah, peut-être la réponse sera en partie dans la présentation, parce que comme je vais parler des fondements philosophiques, finalement, ça a trait un peu aux valeurs aussi de l'approche, Mhm. qui, je pense, sont assez bien incarnées par les acteurs, les actrices de cette approche. Parfois,
il y a des modèles, pas forcément en psychothérapie, on trouve ça aussi, le problème en politique ou ailleurs, c'est qu'il y a le message et puis ensuite il y a la manière de le délivrer ou les personnes et qu'il n'y a pas toujours une cohérence, une intégrité entre le contenu et la manière de le faire. C'est normal, hein, c'est pas évident d'être cohérent avec son message. On voit ça aussi dans les religions, les mouvements spirituels. Il y a parfois un décalage entre les personnes qui oui, enseignent ou propagent des messages et puis le contenu. Je trouve que dans la communauté ACT, il y a une certaine cohérence. En tout cas, je trouvais qu'il y avait une cohérence de ce point de vue-là. Je pense que ça peut tenir en partie au fait que c'est un modèle qui a, avec toute la troisième vague des TCC, remis l'accent sur l'idée que les principes qu'on utilise avec les patients s'appliquent au thérapeute lui-même. C'est pas une idée nouvelle parce que c'est quelque chose qui est au cœur de la psychanalyse, par exemple, des thérapies humanistes, existentielles. Mais c'était pas autant vrai dans les TCC comportemental, cognitif, première vague, deuxième vague. En théorie, ça l'était, bien sûr, parce qu'on se disait, ça s'applique aussi, bien sûr, à tous les humains, le conditionnement opérant, par exemple, les cognitions, évidemment, ça s'applique aux thérapeutes aussi, mais il n'y avait pas une implication dans la relation thérapeutique autant, autant intégrée. C'était quand même plus un modèle, j'ai envie de dire, professeur-étudiant, qui me plaisait bien d'ailleurs au début quand j'étais formé en TCC, l'idée que on enseigne aux patients ce qu'on connaît, il y a ce côté, on va vous donner des outils, vous allez devenir autonome. Moi j'aimais bien ça, j'aime bien enseigner, hein, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'il y avait un côté un peu asymétrique. Où finalement on ne se soucie pas forcément de savoir si le thérapeute vit le modèle lui-même, s'il y a une cohérence de ce point de vue-là. L'important, c'est le patient, un peu comme un cancérologue qui fumerait, on dirait bah, peu importe parce que ce qui compte c'est qu'il sache soigner, voilà quoi. Et ça peut s'entendre, mais on peut aussi se dire que dans le domaine de la psychologie, ça s'entend pas que c'est un problème, que on va avoir du mal à aider une personne à travailler sur la conscience d'elle-même, d'avoir plus d'ouverture, plus de compassion, un sujet qui t'intéresse beaucoup. Si elle-même n'a pas au minimum ces valeurs-là, cet engagement vers ça, c'est pas une question d'être parfait, c'est pas ça, c'est une question d'y croire en quelque sorte. Et pour revenir sur ta question, je pense que c'est en partie ça qui fait que c'est une communauté assez chaleureuse, c'est qu'il y a une réflexion sur le modèle qui est vraiment cette idée de, OK, c'est pas juste une technique, une méthode qui marche et on va l'utiliser, et ça va marcher. Il faut s'impliquer dedans aussi pour que ça marche. Et Hmm. puis, si ça marche pour les patients, pourquoi je le ferais pas pour moi? Ça n'a pas vraiment de sens. Donc, c'est assez intégré de ce point de vue-là et je pense que généralement, les personnes qui sont en contact de cette approche, même dans des formations, des ateliers, généralement on trouve qu'il y a une bonne cohérence entre la manière de présenter l'approche, le thérapeute, les formateurs, etc., et le contenu lui-même. Alors, avant de te laisser la parole, je voudrais, voilà, t'aimes ton livre, il y en a d'autres, et puis bah, des articles aussi, euh, et, euh, et puis il y a la possibilité d'accéder peut-être à certaines formations en ligne, mais je pense que si les gens veulent en savoir plus, ils peuvent aussi te connecter, enfin Oui, 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 vous trouverez directement. facilement, si le sujet vous intéresse, en tapant mon nom sur un moteur de recherche, vous trouverez vite mes sites internet et vous irez chercher. J'avais mis dans la présentation quelques images de livres. Là, celui-là, c'est la thérapie d'acceptation et d'engagement que j'avais publié avec Jean-Louis Monestès il y a maintenant presque une quinzaine d'années. C'était le premier livre acte écrit en français, pas une traduction, mais vraiment écrit de manière originale en français et qui est toujours disponible, qui à mon avis reste vraiment intéressant lire, même si maintenant il y a pas mal de références. Celui que tu as montré, il existe une traduction, je vous montrerai l'image un peu plus loin en français, qui est bien parce que elle était faite en partie sous ma supervision, donc la traduction est bonne aussi. Et puis sinon, ouais, si le sujet vous intéresse, vous trouverez des infos ici, là. Je te laisse la parole, Ok, Mathieu. ok.
Merci. Tu vois, j'ai saisi l'occasion de ta question, tes questions pour lancer un peu le sujet. Donc, euh, ça nous fait une petite introduction déjà. Notamment une introduction pour expliquer un petit peu comment j'ai organisé ma présentation, qui va peut-être être un petit peu différente de ce qui est habituel quand on voit une présentation d'un modèle thérapeutique. Il y a souvent un peu de théorie, un peu d'éléments de recherche pour montrer un petit peu sur quoi ça s'appuie sur le plan scientifique, et puis ensuite les méthodes et techniques. Moi, je voudrais commencer par les aspects philosophiques. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus commun, mais ça me paraît vraiment important et intéressant parce que finalement, bon, moi, ça m'a toujours intéressé de toute façon. Donc, bon, ça, c'est pour moi. Je pense que ça devrait intéresser tous les psychothérapeutes, à mon avis, parce que euh, finalement, ce qui va faire qu'on va utiliser une approche, c'est vrai que c'est logique d'être intéressé par les techniques parce que c'est ce qui va être appliqué en séance avec les patients. On a envie de savoir ce qu'on va faire concrètement. Et qu'est-ce qui distingue un modèle plutôt d'un autre? Pourquoi est-ce qu'on ferait de l'acte plutôt que, je sais pas, thérapie dialectique comportementale ou de l'entretien motivationnel, de la thérapie cognitive, etc. Et en quoi est-ce que ces approches se distinguent et quels sont les outils différents? Donc c'est normal d'avoir un intérêt pour les techniques. Mais pour moi, c'est important de comprendre les fondements philosophiques et pas seulement théoriques de recherche, etc., mais aussi philosophiques, vraiment comprendre pourquoi on applique ces techniques. Parce que il y a plusieurs raisons. Un, d'abord, si on ne comprend pas, on peut les appliquer sans que ça fonctionne vraiment bien. On est dans le domaine de la psychologie, donc ce n'est pas juste donner un médicament. Et même ça, il y a des aspects psychologiques dans le fait de prescrire un médicament, on le sait, hein. Mais on n'est pas sur quelque chose où on peut juste donner, même un exercice. Vous utilisez sans doute des exercices, et les personnes qui nous écoutent, et ici les thérapeutes, euh, vous savez bien qu'il ne suffit pas de donner un exercice pour que ça marche. Il y a toute une manière de présenter, de débriefer l'exercice, qu'est-ce que va en tirer le patient, etc. Et tous ces aspects-là, ben, ça nécessite de comprendre vraiment ce qu'on fait. Euh, il y a quelques exercices qui parfois peut-être peuvent se faire presque tout seuls. Si vous avez un enregistrement d'un exercice de pleine conscience, à la limite, effectivement, il y a des applications comme ça, on peut le faire. Mais euh, malgré tout, vous allez quand même discuter avec vos patients de ce qu'ils en ont retiré pour vous assurer qu'ils développent la pleine conscience, par exemple, plutôt qu'une autre forme d'évitement. Je pense que ça va parler à pas mal de personnes qui écoutent ici. Donc ça, c'est un aspect déjà, à savoir pourquoi on fait ce qu'on fait pour que ça fonctionne vraiment. Et puis, un autre aspect, c'est que pour vraiment voir en quoi des modèles peuvent se distinguer, c'est pas forcément sur le plan technique qu'on va le voir. Euh, Avoir ce recul sur un peu maintenant, je disais que ce livre qu'on avait écrit, ça il y a une quinzaine d'années, ça correspond à peu près à l'arrivée de la troisième vague en France, dans les TCC, un petit peu avant dans les pays anglo-saxons. À l'époque où ça s'est développé, la troisième vague, il y avait beaucoup de choses sur le plan technique où on pouvait dire, ah oui, effectivement, c'est différent. Là, on ne ferait pas de la même manière en TCC de première et deuxième vague. Mais avec le temps, je trouve que ça devient un peu compliqué de dire dans la troisième vague par rapport au TCC. Je trouve que ça a évolué tellement que on ne peut pas vraiment dire, par exemple, on évoquera le sujet des valeurs. Il y a 15 20 ans, on pouvait dire dans l'acte, on travaille sur les valeurs, le sens, etc. Aujourd'hui, je vais pas faire un sondage, mais allez-y hein, si vous voulez poster vos commentaires sur le sujet. Je ne serais pas surpris que ce soit quelque chose qui soit beaucoup plus commun dans les TCC en général. La compassion, la pleine conscience, pareil, il y a 15 20 ans, dans les premières présentations que j'ai pu faire dans des conférences, ou même dans des réunions d'associations, on parlait des articles qu'on avait lus, on parlait de la pleine conscience, je me souviens, c'était une vingtaine d'années, Tim Beck qui parle avec le Dalai Lama à une conférence, etc. On avait les yeux un peu écarquillés à cette époque-là, on se disait, c'est quoi? Maintenant, c'est tellement, je pense, intégré que on va peut-être avoir du mal à se dire pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans l'acte par rapport à d'autres modèles finalement, tout ça je le fais déjà. Puis c'est normal, ça veut dire que c'est l'évolution d'un courant, hein,
l'acte, ça fait partie des TCC, et au final, l'important, c'est les thérapies comportementales et cognitives, l'approche scientifique en psychologie, et c'est ça qui compte. Le reste, ce sont des modèles qui vont, qui viennent et qui se transforment. Et donc, j'avais envie de revenir plus au fondement philosophique pour que à la fois vraiment bien comprendre les techniques. Les techniques, vous pourrez toujours aller les explorer dans les livres, dans des ateliers, etc. Je vous donnerai des exemples, bien sûr. Je ne vais pas rester que sur le plan philosophique, mais j'avais envie de passer quand même un petit peu de temps d'abord sur les aspects philosophiques pour bien comprendre ce qui avait fait la particularité de ce modèle ACT au moment où il s'est développé. Et je pense encore aujourd'hui. Ça peut encore marquer sa spécificité par rapport à d'autres approches. Alors, je vais commencer donc avec j'ai une diapo, mais elle est quand même assez dense, donc on va pas aller trop vite sur celle-là, qui va présenter les principes du contextualisme fonctionnel. Donc, ce contextualisme fonctionnel, c'est la philosophie de la science qui est sous-jacente à la thérapie d'acceptation et d'engagement. Si on regarde un petit peu de manière un peu comme une sorte de pyramide, on pourrait dire que les fondements, c'est la philosophie scientifique qu'on appelle le contextualisme fonctionnel. Ensuite, on va avoir la science comportementale contextuelle. Et puis, au bout du compte, on va voir l'acte, la thérapie d'acceptation d'engagement, qui est l'application. Mais c'est un peu la même idée qu'on a en TCC quand on parle de sciences comportementales et cognitives, et puis qu'au final, on va avoir des applications en thérapie. Donc ici, on va explorer les principes philosophiques du contextualisme fonctionnel. Euh, D'abord, d'où ça vient ce terme? C'est vraiment propre à la communauté ACT. C'est pas quelque chose que vous allez trouver en dehors de ça, mais en même temps, vous allez retrouver beaucoup d'idées qui existent dans d'autres mouvements philosophiques. D'une certaine manière, on peut considérer que le contextualisme fonctionnel, c'est juste une autre manière de parler du comportementalisme, mais une manière de parler du comportementalisme qui serait peut-être remise au goût du jour ou en mettant en avant des aspects importants que les auteurs de l'acte avaient trouvé pouvaient manquer dans le comportementalisme à l'époque. Ici, je pense à Stephen Hayes, qui était l'auteur principal avec quelques collègues et ses étudiants dans les années 80-90, qui a développé... donc c'est un comportementaliste à la base, hein, on va dire skinnérien, et qui petit à petit a trouvé des limites dans le comportementalisme. Je rentrerai pas dans tous les détails ici, mais juste pour donner un tout petit peu de contexte. Et qui, au début de sa carrière, s'est beaucoup intéressé aux aspects philosophiques. Il y a ce dont je vais vous parler ici. Si vous vouliez trouver ça dans ses écrits, il faudrait aller plutôt dans des écrits des années 80-90, et qui finalement propose un cadre philosophique. Et à partir de là, s'est développée toute une approche qu'on va voir avec l'acte. Donc, il y a trois grands piliers dans le contextualisme fonctionnel qu'on va explorer ensemble. Alors, je fais certaines formations qui durent sur une dizaine de semaines où on voit tout ça en détail. Donc ici, évidemment, c'est juste un petit panorama. Je ne m'attends pas à ce que tout soit clair, etc. Il y a peut-être des aspects où vous allez trouver ça un peu obscur. Je ferai le lien et je vous dirai ce qu'il y a à en tirer. Je vais essayer de rester quand même assez simple et concret. Mais voilà, je vous le dis à l'avance, s'il y a des aspects qui vous semblent un peu obscurs, c'est normal. On est dans la philosophie, ça demande de la réflexion et de l'exploration. Donc, la première idée, le premier concept, c'est le principe de l'aontologie. Alors, l'aontologie, ça veut dire quoi finalement? Ça part d'une idée qui est relativement simple. Toutes les idées que je vais vous présenter à un certain niveau sont simples, mais aussi très riches. C'est l'idée que finalement on ne peut interagir qu'avec son expérience. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au final, si j'imagine qu'il y a une réalité en dehors de mon expérience, et c'est souvent le cas, d'ailleurs en science, beaucoup de gens fonctionnent comme ça. Ce ne serait pas surpris si 90% parmi vous avaient une vision plutôt ontologique des choses. C'est-à-dire il y a une réalité, on va dire objective, intrinsèque, indépendante de mon expérience, de ma perception des choses. Elle existe. Quoi que j'en pense, quoi que je vois, si je disparais, elle existe, elle est toujours là.
Et j'ai une perception de cette réalité qui, on va souvent dire, biaisée ou limitée. Mais d'autres personnes ont une perception de cette réalité. Peut-être vous avez déjà entendu cette métaphore, un peu comme une sorte de poème qui est dit sur plusieurs personnes qui touchent une partie d'un éléphant. Et donc l'idée, c'est ça, c'est qu'il y a la réalité intrinsèque, elle existe en dehors de nous, c'est l'éléphant. Et chacun d'entre nous touche une partie et on ne sait pas ce que c'est, mais ensemble, on va découvrir ce que c'est. Donc ça, c'est une vision ontologique. La vision anti-ontologique, c'est de dire non, il n'y a pas de réalité en dehors de l'expérience. Tout est une construction. Donc, c'est moi qui, finalement, construis ma propre réalité et il y a rien qui peut valider de l'extérieur en disant oui, c'est ça qui existe réellement ou pas. Donc si j'ai un sentiment, il existe et c'est tout. Il n'y a pas de, il y a rien qui puisse ensuite valider ou invalider ce sentiment. Euh, donc la ontologie, c'est ni l'ontologie ni l'anti-ontologie. Et ça prend du temps pour vraiment bien comprendre parce que souvent on passe de l'un à l'autre en se disant oui, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de réalité. Alors non, c'est pas ça. Ça, c'est l'anti-ontologie. Et très très souvent, la ontologie est mal comprise. C'est aussi pour ça que je voulais en parler, parce que je pense que beaucoup de gens qui viennent des TCC et qui explorent l'acte ont du mal avec l'acte, notamment sur ce concept de réalité. Peuvent y voir un côté trop relativiste par rapport aux pensées, notamment, au niveau des croyances. Au lieu de discuter de la véracité d'une croyance de manière absolue, est-ce que ce que mon patient croit est vrai ou pas vrai, hein, on peut prendre des exemples dans des troubles obsessionnels compulsifs, par exemple, vous allez avoir des patients qui ont des idées qui peuvent surprendre, choquer. On peut se dire, oh, c'est pas, non, c'est pas vrai, c'est irrationnel. On peut pas mourir parce qu'on a été contaminé simplement en regardant une personne. Il y a plein d'idées comme ça où on se dit non, c'est pas rationnel, c'est pas vrai. Dans le modèle des TCC de deuxième vague, on irait plutôt vers un questionnement de la réalité de cette pensée. C'est de se dire, on va aller faire, explorer les éléments qui peuvent prouver le pour et le contre de cette pensée. Donc, quels sont les indices, les éléments, les preuves qui me montrent que je puisse être contaminé simplement en regardant une personne plutôt que sans la regarder. Et au final, avec l'idée qu'on va pouvoir amener la personne vers la réalité. Et donc, quand les personnes découvrent l'acte, souvent elles se disent, voilà, mais c'est très relativiste finalement. Toute pensée peut être vraie ou pas vraie, etc. Mais comment on va faire alors pour traiter une pensée de quelqu'un qui dit qu'elle peut être contaminée simplement par le regard? Bon, ça, ce serait une position anti-ontologique. Ce serait de dire non, il n'y a pas de réalité en dehors, donc je peux penser ce que je veux et ce sera vrai. Voilà. C'est ce qu'on peut voir dans des positions philosophiques postmodernes, par exemple, où il y a cette idée un petit peu que tout est contextuel et donc finalement, il y a une certaine relativité par rapport à la notion d'objectivité. La ontologie, c'est pas ça. La ontologie, ce serait un peu l'équivalent de l'agnosticisme, d'être agnostique par rapport à la religion. C'est dire par rapport à l'existence de Dieu. C'est de dire je ne dis pas que Dieu existe, mais je ne dis pas non plus que Dieu n'existe pas. Parce que sinon, ça reviendrait quand même à avoir une croyance sur l'existence de quelque chose que je ne peux pas prouver ou ne pas prouver. Souvent, les gens comprennent l'agnosticisme comme une espèce de position un peu tiède qui ne veut pas vraiment prendre part au débat. Euh, c'est, à mon avis, une mauvaise compréhension. Au contraire, c'est une position très forte, c'est une position très radicale qui dit la question est pas pertinente finalement parce que ça consiste à aller s'engager dans un débat qui ne peut pas être prouvé ou invalidé de la manière dont la question est posée. Ici, je reviens sur ma notion de réalité en dehors de l'expérience. Est-ce qu'il y a une réalité en dehors de mon expérience? Ben, allons-y, essayons de voir si on peut explorer cette question-là. S'il y en a une en dehors de mon expérience, comment je vais le savoir? Ben, à un moment donné, il va falloir que j'interagisse avec. Il va falloir que je puisse toucher l'éléphant, on est d'accord? Oui, mais il y a des parties qui sont touchées par d'autres personnes. Ok, comment je sais qu'il y a d'autres parties de l'éléphant que celles que je touche? Parce que d'autres personnes me disent qu'elles touchent une autre partie de l'éléphant. Donc, à un moment donné, je vais devoir interagir avec d'autres personnes qui me disent qu'elles touchent une autre partie de l'éléphant.
je vais jamais pouvoir sortir de mon expérience pour interagir avec quelque chose qui ne deviendrait pas à ce moment-là mon expérience. Donc, l'idée, c'est qu'au final, on peut toujours se dire qu'il y a des choses que je ne connais pas, que je vais découvrir, bien sûr. Tous les jours, je découvre des choses que je ne savais pas. Mais si je fais ensuite le saut conceptuel de dire donc ça prouve bien que ça existe en dehors de mon expérience, ben, je ne peux pas le prouver en réalité. Parce que à aucun moment je ne suis sorti de mon expérience. Tout ce que j'ai vu, c'est une transformation de mon expérience. On pourrait dire une expansion de son expérience, mais vraiment, c'est une transformation au final qu'on vit. Et de la même manière, je ne peux pas dire il n'y a rien en dehors de mon expérience parce que ça voudrait dire que je suis sorti de mon expérience, que je serais allé voir qu'il n'y avait rien, et ensuite je pourrais dire ah, il n'y avait rien. Mais avec quoi est-ce que j'ai interagi? Ben, avec l'expérience qu'il n'y avait rien. Donc il y a quelque chose qui à un moment donné devient circulaire et qui rend la question en quelque sorte pas vraiment pertinente. On pourrait se dire bah, si c'est pas pertinent, si c'est évident, pourquoi est-ce que c'est important? Ben, c'est important parce que justement on cherche à trouver une validation en dehors de son expérience. Si c'était pas le cas, ouais, bon, on passe à autre chose. Mais en pratique, on est très souvent dans un jeu où on est soit dans l'ontologie, soit dans l'anti-ontologie. Et ça, c'est très pertinent dans les problématiques de psychologie. Euh, je pense que la majorité, et je me risquerais même à dire la totalité des problématiques en psychologie, vont avoir d'une manière ou d'une autre un rapport avec un positionnement plutôt ontologique ou anti-ontologique. Une recherche de validation ou au contraire une perte de sens, par exemple. Vous allez souvent retrouver chez les personnes qui sont dépressives une idée que finalement il n'y a pas de sens ou à quoi bon, de toute façon, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça va changer, travailler, avoir des enfants, avoir une carrière, au final, on va mourir. C'est un rejet finalement qui aurait quelque chose d'essentiel dans le sens. Donc c'est une position que je qualifierais d'anti-ontologique. Euh, donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'objectivité, que tout est relatif, mais simplement on va considérer que l'objectivité, c'est une expérience partagée de manière universelle. Donc, c'est quoi un fait scientifique? C'est un fait qu'on arrive à reproduire, qui peut être partagé avec d'autres. Et on voit qu'il y a une certaine consistance dans la reproduction de cet événement. On va faire une expérience de psychologie, on va voir le résultat, ok, on obtient ce résultat. On le refait, on obtient ce résultat. Et au bout d'un moment, on va dire, bon, c'est objectif, c'est réel. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a eu l'expérience d'une répétition de la même chose dans notre expérience. Si je lis un article scientifique, mon expérience est de lire un article scientifique. Je vais apprendre des choses qui ont été faites par d'autres personnes, mais au final, à aucun moment, je quitte mon expérience. Donc ça, c'est positionnement ontologique. Ça va entraîner un deuxième principe en partant de là. C'est le principe du monisme. Et ça vous parle peut-être euh, si vous avez un parcours dans le comportementalisme, parce que c'est un concept dont on parle beaucoup dans le comportementalisme. Euh, c'est quoi le monisme? Bah, ça s'oppose souvent au dualisme, à l'idée qu'il y aurait des différentes parties dans notre expérience ou dans le monde, dans la réalité, qui seraient fondamentalement distinctes. Je parle à un public principalement français, je pense, ou moins francophone. Vous étudiez la philosophie encore, je pense, au lycée, donc vous avez bien dû avoir au moins quelques cours où on parlait de Descartes, de tous ces questionnements sur le dualisme. Bon. Ça touche à ça. Le monisme, c'est quoi? C'est finalement considérer qu'il y a un seul monde. C'est pas une position dogmatique de dire, voilà, c'est comme ça, il n'y a qu'un seul monde. C'est plutôt une conclusion logique. C'est-à-dire, ben, si je peux pas sortir de mon expérience, parce que si j'en sortais, au final, j'aurais encore une expérience, donc ce serait encore mon expérience, donc je peux pas sortir de mon monde expérientiel. Ça revient à dire, il y a un seul monde finalement. C'est le monde expérientiel. Ça ne veut pas dire qu'il est monolithique, que tout est fait de la même chose. Il peut être complexe, mais il est intégré. Je peux avoir des pensées, des sentiments, je peux avoir des relations sociales avec différentes personnes, je peux avoir un présent, un futur, je peux avoir des expériences biologiques, psychologiques, sociales. Et tout ça peut s'organiser avec des parties, des catégories, des dimensions, il n'y a pas de problème. Mais à un certain niveau, c'est le même monde, le monde expérientiel. Ça veut dire que les expériences peuvent être
uniquement produite et organisée de manière réflexive et holistique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le même principe que ce qu'on étudie en physique. Vous savez, le bon vieux rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, des principes de Lavoisier. Qui voilà, finalement dit bah, il peut pas, les choses peuvent pas se construire dans le vide. Ça ne peut être que de la transformation. Et en fait, c'est le même principe qui s'applique à la psychologie. Euh, C'est dire, bah, au final, toute expérience que je vais avoir peut être qu'une transformation de mon expérience. Euh, Encore une fois, hein, ça implique pas que je peux pas avoir des nouvelles interactions chaque jour. Je peux lire un livre et apprendre quelque chose de nouveau. Euh, mais au final, tout ça reste dans mon expérience, ça reste dans le monde expérientiel. Et le dernier principe, donc oui, juste pour passer sur ça rapidement, encore une fois, je pourrais passer beaucoup plus de temps, mais enfin, ça veut dire que une des implications, c'est que tout est pertinent a priori dans le domaine expérientiel. On va pas compartimentaliser l'expérience des patients en considérant qu'il y a des choses qui sont pertinentes et d'autres pas. Donc ça peut être assez nouveau en fonction de votre approche théorique de d'où vous venez. Euh, L'idée, par exemple, qu'on pourrait intégrer les rêves dans une réflexion avec des patients, bah, ça peut faire réagir quand on vient des TCC en disant non, non, ça c'est la psychanalyse, on va pas rentrer dans des interprétations, etc. Je ne vous dis pas qu'on va forcément utiliser des théories psychanalytiques pour intégrer les rêves dans le travail thérapeutique dans l'acte, mais ils peuvent être pertinents parce que ça fait partie de l'expérience. Si par exemple, la nuit dernière, j'ai rêvé de quelque chose et que ça me procure une émotion, de là, on peut faire une exploration sur les valeurs, par exemple, sur ce qui compte pour moi. Ou si j'ai vu un film et que ça m'a fait pleurer, on peut l'explorer ça et que peut-être il y a un thème sur la compassion et que c'est justement quelque chose qui est important dans la conceptualisation du cas. En fait, tout est pertinent parce que ça fait partie du monde expérientiel et qu'à un certain niveau, on peut considérer que tout se connecte. Euh, donc, il y a une implication qui peut être vraiment très importante sur le plan pratique. Et encore une fois, je vous présenterai après les modèles plus concrets, plus pratiques de l'acte. Donc, vous verrez les liens avec ces concepts philosophiques. Le dernier pilier du contextualisme fonctionnel, qui encore une fois, on peut considérer découle de ces premières idées, c'est donc l'idée du pragmatisme. Le pragmatisme en soi peut être considéré comme une philosophie, hein, souvent liée à des auteurs américains. Je pense notamment à euh, William James, John Dewey, des auteurs comme ça. Euh, Là aussi, il y a souvent pas mal d'incompréhension, de mauvaise compréhension de ce qu'est le pragmatisme. C'est comme tous les termes, hein, quand ils sont utilisés un peu partout, ils finissent par perdre un peu de leur sens. Souvent, ce qu'on entend par pragmatisme dans le langage courant, c'est l'idée qu'on va être dans l'utilitarisme. Il faut que les choses fonctionnent et peu importe les valeurs, peu importe, on en parle beaucoup en ce moment avec les histoires de guerre en Ukraine, etc. C'est qu'il y a ce côté un peu, bon, il faut trouver un accord, peu importe. Voilà, c'est souvent vu de manière négative, le pragmatisme, peut-être particulièrement d'un point de vue français, parce qu'on a un attachement souvent à, justement à de la philosophie, à des valeurs, à des principes. Là où on voit souvent les Américains comme étant un peu trop pragmatiques, un peu trop focalisés sur le résultat, la productivité, etc. Il y a du vrai là-dedans, hein, c'est pas déconnecté complètement. C'est pas un hasard si effectivement cette école de philosophie est américaine et qu'effectivement on l'appelle pragmatisme. Donc c'est pas complètement c'est pas complètement à côté de la plaque. Mais c'est souvent mal compris. C'est beaucoup plus holistique que ça. C'est pas juste tourné vers un but, un résultat. C'est quelque chose qui est justement intégré. L'idée, c'est qu'en fait, si finalement je peux pas sortir de mon expérience, je vais pas pouvoir trouver un critère de validation de ce qui est vrai ou pas vrai à l'extérieur de mon expérience. Certes, je vais avoir tendance à le chercher en me disant, est-ce que j'ai raison de, euh, je sais pas, quitter mon travail pour partir et refaire ma vie? Est-ce que c'est une bonne idée? Vous savez, des patients comme ça qui viennent vous voir et ça fait partie de leurs difficultés, c'est ils ont des choix de vie, ils hésitent, ils ont de l'anxiété, ils se demandent s'ils font les bons choix, s'ils sont dans le vrai ou pas. Et qui peuvent rechercher une validation extérieure.
C'est normal, encore une fois, de lire des livres, d'écouter des podcasts, de discuter avec des amis, d'aller voir un thérapeute pour rechercher un conseil extérieur. Mais encore une fois, au final, ce conseil extérieur restera de l'expérience, ça restera dans le monde expérientiel. À quel moment je vais pouvoir sortir de cette expérience et avoir quelque chose qui va me dire, au final, il y a une réponse à ça qui va pouvoir dire, oui, c'est la bonne réponse. Et vous avez d'ailleurs sans doute eu cette expérience où vos patients vous demandent est-ce que vous pensez que j'ai raison de et vous vous dites vous avez peut-être une idée là-dessus vous vous dites peut-être oui c'est vrai que ou pas mais vous vous dites qu'est-ce que ça changerait si je disais au patient qu'il a raison de quitter son travail ou pas. C'est pas moi qui ai les réponses, je vais aider le patient à trouver ses propres réponses, donc vous avez déjà sans doute ce réflexe aontologique on pourrait dire de se dire qui serais-je moi pour dire que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée. J'ai peut-être mon opinion là-dessus, mais on pourrait aussi me dire à un moment donné, mais comment tu sais que c'est la bonne idée? Je pourrais dire, bah, je me base sur ce que je sais, etc. Oui, mais on peut toujours comme ça aller un étage plus loin en se disant, mais qu'est-ce qui me prouve que c'était vrai ou pas vrai? Il y a sans doute des patients comme ça qui sont dans cette recherche qui n'a pas de fin finalement. D'ailleurs, je parlais de troubles obsessionnels compulsifs, c'est très fréquent dans ces problématiques-là où on n'est jamais vraiment satisfait, on n'est jamais vraiment rassuré. On essaie d'avoir une réponse d'un expert médical, et puis à un moment donné, on y revient en se disant oui, mais en même temps, il s'est peut-être trompé, oui, mais en même temps, il y a peut-être un autre expert qui a peut-être plus vrai, ouais. Et au final, dans la science, c'est toujours comme ça aussi. Qu'on parle de religion ou de science, la dynamique, elle est la même. On est toujours en train d'espérer qu'il va y avoir une réponse finale qui va nous dire donc c'est bien ça, hein, c'est sûr, c'est vrai, ou c'est pas vrai. Et, et en fait, on peut pas vraiment s'arrêter là. Il y a toujours un doute, une possibilité de remettre en question, et finalement, l'aontologie, le monisme, le pragmatisme, c'est de reconnaître ça. C'est de se dire, au final, je pourrais toujours chercher ailleurs que dans mon expérience, ce sera toujours moi et mon expérience. Encore une fois, je ne le dirai jamais assez parce que ça peut être mal compris. Ça ne veut pas dire je suis mon instinct intérieur, je n'écoute pas les autres. C'est pas du tout ça. J'écoute les autres, au contraire, mais je reconnais que quand j'écoute les autres, c'est mon expérience. C'est-à-dire que c'est ma compréhension de ce que j'entends, de ce que disent les autres, qui va peut-être être différente de ce que eux ils disent. J'entends ce que j'entends, je comprends ce que je comprends, et au final, c'est quand même moi euh, qui fait une intégration de de tout ça. Donc c'est une espèce d'un petit peu d'espoir. On pourrait dire presque un peu enfantin, hein, d'avoir l'impression que quand on est un enfant, on a des parents ou des professeurs qui ont les réponses, puis après on les remet en question, ces réponses justement. Et puis, mais petit à petit, on découvre que les limites du monde adulte, et ça fait partie justement du développement. On a ce monde qui s'écroule un petit peu en se disant, ah mais à ce moment-là, qui va me dire quoi faire, qui va me dire la réalité ou pas? On peut se tourner vers d'autres sources de vérité, hein, science, la religion, la politique, etc. Euh, Dans le fonctionnalisme contextuel, on va dire, on peut faire tout ça, on peut aller vers la science, on peut aller vers la religion, on peut aller vers tout ça. Mais au final, de toute façon, ça restera mon expérience. Et donc, pour découvrir ce qui est vrai pour moi, ce qui a du sens dans ma vie, ce qui va me permettre de faire des choix de vie, ce sera au final à l'intérieur de mon expérience que je pourrai le faire. Et encore une fois, ça implique de l'exploration, bien sûr, de la découverte, de l'apprentissage, mais il n'y aura jamais de fin dans ce processus parce que pour qu'il y ait une fin, il faudrait qu'à un moment donné, on puisse dire, et donc effectivement, il y a ce critère extérieur qui vient valider ou pas. Mais ce critère, il finit par être intégré dans l'expérience aussi, et on recommence la même logique. Ok, donc c'était mon chapitre philosophie. J'ai bien conscience qu'il y a des choses que vous avez dû comprendre, des choses que vous n'avez peut-être pas comprises, des choses qui sont confuses. C'est normal, de toute façon, c'est quelque chose qu'on continue d'explorer. Moi, je continue d'explorer tous les jours. Et il y a des jours où je comprends mieux, des jours où je comprends moins bien. C'est aussi ce qui fait l'intérêt de cette approche. Elle est, j'ai envie de dire, vraiment antidogmatique parce qu'elle nous oblige à réfléchir un peu tout le temps. Pour moi, une bonne philosophie, c'est une philosophie qui ne donne pas des réponses finies, mais qui nous invite tout le temps à réfléchir. Comment ça va nous amener vers l'acte? Encore une fois, n'hésitez pas à poster des questions, des remarques en cours. Ça peut être un moment ici aussi où je peux répondre à quelques questions si vous voulez. Euh,
Mais je vais démarrer un petit peu en parlant de ce modèle, et puis si entre-temps il y a quelques questions, j'y répondrai. N'hésite pas aussi, hein, Isabelle, si toi tu as des questions. Pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat. Pas de Euh, souci. oui, il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit, mais je ne veux Bah pas. vas-y, dis-moi une ou deux, comme ça me fera Bah, interagir un petit peu avant d'aller sur la suite. il y a plein en tout cas de contextes qui me viennent à l'esprit par rapport à ce que tu évoques. Déjà en psycho, la notion de folie, de délire finalement, qui est, enfin, voilà, qu'on apprivoise aussi entre ces différentes dimensions d'ontologie, Ouais, anti-ontologie ouais, et aontologie, si je ouais, reprends le ouais, contexte. La notion d'éveil finalement aussi en spiritualité, qui est un ouais, peu cette ouais. balance Mhm, euh, euh, où, euh, où finalement on passe aussi d'un côté à l'autre et puis on revient un petit peu au milieu, mhm, mhm, mhm. de déconstruire un peu une réalité, des croyances, etc. Aussi le travail de la mort, finalement, de l'approche de la mort, Ouais, ouais. Mhm. où on accompagne aussi, je dis souvent, j'ai souvent des patients qui conceptualisent la mort comme quelque chose qui serait l'expérience de la non-expérience, finalement. Ouais, c'est ça, ouais, le vide, quoi. Ouais, ouais, la fin de... Et ce qui est très difficile à concevoir, parce que justement, on n'a que l'expérience de l'existence. Donc, concevoir l'absence de l'existence, c'est vraiment... On pourrait considérer que c'est un positionnement anti-ontologique, d'ailleurs. C'est de se dire qu'il existe quelque chose en dehors de l'existence. C'est très difficile à concevoir. Comment on la conçoit, cette existence? Parce qu'on observe d'autres personnes vivre qui meurent où on en entend parler, on a lu des choses. C'est comme ça qu'on sait que probablement, et on fait un lien de, de parallèle entre nous et les autres. On se dit, bon, bah, j'ai l'air de ressembler aux autres. On m'a dit que j'étais comme les autres. On m'a dit que j'étais humain. On m'a dit que j'étais un être vivant. On m'a dit que je vois des gens qui meurent. Je lis des livres là-dessus. Donc, probablement, ça va m'arriver aussi. Mais si je me base sur mon expérience, c'est très difficile à concevoir. Parce qu'il n'y a aucune expérience de l'absence de son existence. À la limite, ce qui peut s'en rapprocher un peu, ce serait des expériences de coma ou de sommeil, mais pas vraiment, parce qu'on n'a pas vraiment Si on n'a pas eu une expérience à ce moment-là, on n'a pas on n'en a pas de souvenir non plus. Donc on peut pas vraiment revenir en disant... c'est très compliqué à concevoir. Ouais. C'est ce qu'écrit Christelle. Oui, nous ne nous souvenons pas d'avant notre existence, donc de l'existence ou de la Ouais. non-expérience. Et c'est ça. Et du coup, on la dérive finalement de ce qu'on observe chez les autres, où on la conceptualise, on l'hypothétise, tu vois. On dit... Par contre, par exemple, moi, quand je m'imagine après ma mort, d'ailleurs, ça n'a pas de sens rien que de dire ça, d'une certaine manière, enfin, sauf si, d'un point de vue peut-être religieux, ou si on a une croyance. Mais il y a toujours une présence de moi quand même, tu vois, parce que c'est très difficile, qu'au moins observateur, tu vois. Hmm. Euh, c'est difficile d'imaginer le vide. C'est toujours, au moins, il y a si vous imaginez, si je dis même juste vide, vous allez imaginer par exemple un ravin, et puis ça, il faut qu'il y ait quelque chose quand même. Sinon, il y a même pas d'expérience. Euh, mais la ontologie, c'est justement un petit peu de dire ça. C'est une manière de dire, on peut continuer d'explorer la question, il n'y a pas d'interdit, mais au final, on va probablement continuer de retomber sur la même chose. Et l'acceptation de ça permet beaucoup plus je dirais, de flexibilité et de... Oui, il y a une forme de réassurance un petit peu là-dedans. C'est-à-dire, OK, je peux continuer de chercher, mais de toute façon, tout ce que je chercherai continuera de me donner à un certain niveau la même réponse. Tu parlais tu parlais de idées délirantes, hallucinations, etc. Je te donnais l'exemple des troubles obsessionnels compulsifs, mais il y a souvent une résistance à la ontologie quand on va parler de choses de type psychose, parce qu'on se dit, ouais, mais là, quand même, n'exagérons pas quand même. Bon, allez, à la limite, des tocs. Mais j'ai fait un peu exprès de donner un exemple de TOC qui serait à la limite presque, on pourrait penser presque une pensée délirante, parce que l'idée d'être contaminé par le regard, là on commence à dire, si vous avez un patient qui vous dit ça, vous êtes sûrement en train de vous dire, c'est TOC ou c'est psychose, voilà. Mais en fait, d'un point de vue ontologique et donc d'un point de vue acte, ça n'a pas fondamentalement de différence. J'insiste sur le fondamentalement, ça ne veut pas dire que ça n'a pas de différence du tout, mais euh, au niveau du statut, je continuerai de me dire, bah, c'est l'expérience du patient.
Maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qui peut poser problème chez une personne qui pense que ses voisins l'écoutent avec des micros et travaillent pour la CIA, etc. Ce qui pose problème, ça peut être la manière dont elle répond à ça. En quoi ça impacte sa vie? Si du coup elle ne sort pas de chez elle, ou au contraire elle va pas chez elle parce que justement il y a des micros, qu'elle ne parle à personne de peur, etc. On voit que ça a un impact sur le fonctionnement de cette personne. Mais souvent, et ça c'est le modèle plus, effectivement, comme je disais tout à l'heure, basé sur la rationalité, sur la vérité ontologique, qu'on retrouvait plus dans les thérapies de deuxième vague, souvent on irait plutôt vers un questionnement sur la réalité de cette pensée. Est-ce que vraiment vos voisins travaillent pour la CIA? Est-ce que vraiment... Et ici, dans l'acte, ce qu'on va voir, c'est que on a un positionnement qui reste plutôt pragmatique. On n'est pas en train de se dire, oh, mais peu importe, toute vérité se vaut, après tout, peut-être que c'est vrai ou pas. Non, il manquerait la dimension pragmatique. C'est un problème si ça a un impact sur la vie de la personne, dans la manière dont elle fonctionne. Mais on est moins, on va dire, euh, distrait en quelque sorte par le fait de savoir si c'est vrai ou pas vrai. C'est moins important que de savoir quel impact ça a sur la personne. Et au final, ça, je vais l'appliquer à tout type de pensée. Que ce soit des choses qui peuvent être très, très, très surprenantes, comme ça, qui me semblent à moi très peu probables, ou des choses qui sont beaucoup plus probables. Par exemple, travailler avec, je sais pas, imaginez travailler avec une cliente ou patiente qui vous parle de sa relation avec un homme et qui vous décrit comment cette personne se comporte avec elle. Et vous vous dites, voilà, ça a l'air d'être une relation abusive, etc. Mais en même temps, vous n'avez pas d'accès direct à cette autre personne, vous n'avez que la version de votre patiente. C'est beaucoup plus crédible que le patient qui dit qu'il est écouté par ses voisins. C'est beaucoup plus possible. Peut-être même que vous avez plein d'éléments qui vous disent dans votre échange avec la patiente que ça a l'air d'être vrai. Mais au final, vous n'avez que l'expérience que vous avez directement de la patiente. Et vous pouvez quand même vous demander qu'est-ce que serait l'ensemble de ma compréhension de la situation si j'avais la version de l'autre personne, par exemple. Alors, un positionnement ontologique est très pratique parce que il traite finalement tout de la même manière de ce point de vue-là. Euh, je me dis pas oui, c'est vrai, c'est pas vrai. Je reste très focalisé sur l'idée, c'est l'expérience de la patiente. Si elle me dit que son conjoint la traite mal, etc., je pars de cette idée que c'est l'expérience qu'elle a. Et ensuite, on voit ce qu'on en fait. On voit quel sens ça a, on voit quel impact ça a sur sa vie, comment elle répond, etc. Et c'est là où on va devenir pragmatique par rapport à ça. Mais c'est pas comme si on disait, oh, peu importe. Non, ça m'importe de savoir comment ça se lie à son expérience. Et par exemple, je peux très bien demander à la patiente, qu'est-ce qui vous paraît abusif? Dites-moi un peu plus. Et c'est pas pour questionner, pour dire est-ce que c'est vrai ou pas vrai, c'est plutôt pour voir en quoi est-ce que son idée est ancrée dans son expérience. Tout comme le patient qui dit qu'il est écouté par ses voisins qui travaillent pour la CIA, je pourrais très bien lui dire ok, bah, m'en dire un peu plus, comment vous avez découvert ça, à quel moment est-ce que vous vous sentez écouté, mais j'ai pas en tête l'idée que je vais lui prouver que c'est pas vrai. Ce que j'ai en tête, c'est de l'aider à se connecter à son expérience. Je vais enchaîner avec quelques modèles de l'acte, puis ça va me permettre de continuer de clarifier ces concepts. Euh, donc ce positionnement aontologique, moniste et pragmatique, on va le retrouver dans l'acte. Ici, je vous présente un modèle qui est assez classique de la présentation de l'acte, qui est organisé autour de 6 processus qui, ensemble, sont censés développer ce qu'on appelle la flexibilité psychologique. Encore beaucoup de termes, beaucoup de jargon, et c'est ça le problème dans les présentations d'un modèle, une introduction à un modèle, il y a toujours un peu de jargon nouveau. Euh, il y a d'autres modèles, je vous en montrerai deux, trois après, mais ce modèle-là, c'est celui que vous allez retrouver dans quand même pas mal de livres, pas mal d'ateliers, et qui a été pas mal en vogue il y a une vingtaine d'années. La plupart des manuels qui étaient traduits ou qui étaient écrits il y a 15, 20, 15 jusqu'à 10 ans étaient presque toujours organisés autour de ce modèle-là. Maintenant, ça varie un peu plus. Euh,
Donc, 6 processus. Je vais commencer par la gauche. Il n'y a pas vraiment d'ordre particulier, mais ce sont des processus qui vont être liés à des méthodes, des techniques que le thérapeute ACT va appliquer avec ses patients et avec tous les patients. Il n'y a pas certains processus qui seraient utiles pour certains types de problématiques et d'autres pour d'autres. C'est un modèle qui est intégré. Donc, finalement, tout est appliqué, tout est utilisé, quelle que soit la problématique du patient. L'acceptation va travailler sur principalement les émotions, les sensations, les sensations physiques, les expériences physiques. L'idée, c'est que au lieu de les éviter et de les contrôler, on va aider les patients à les accepter, c'est-à-dire les considérer comme des expériences humaines. Normales dans le sens où, et c'est là où on revient sur la notion d'ontologie, de monisme, c'est que si j'ai une expérience, j'ai une expérience. Je vais pas. Imaginons que j'ai début d'attaque de panique avant de faire cette présentation. Je pourrais me dire, mais pourquoi j'ai une attaque de panique? Ça n'a pas de sens. J'ai déjà fait cette présentation. Y a pas de, je vois pas. Je, je sais de quoi je parle. Je n'ai pas à avoir d'attaque de panique. Vous voyez, je pourrais rejeter ça en me disant, non, ça n'a pas lieu d'être. Ça, c'est absurde, c'est irrationnel. Je ne dois pas avoir d'attaque de panique. Et il peut y avoir cette dynamique de rejet. Une approche d'acceptation et donc ontologique, moniste, c'est de se dire, bah, en tout cas, j'ai cette expérience-là. Donc, ça en fait partie. Déjà, il y a un positionnement dès le départ qui est accueillant de ce point de vue-là. Et c'est la même chose avec le patient qui se dit qu'il est écouté par la CIA, etc. On va partir déjà de cette idée que, bon, ok, c'est l'expérience que j'ai. Après, on va voir ce qu'on va en faire, comment ça va s'intégrer au reste. Et donc, cette notion d'acceptation. La diffusion, mais c'est un petit peu la même chose, mais appliquée aux pensées, au contenu de pensée. C'est un positionnement où on va, donc très ancré dans la ontologie, c'est de se dire, on va pas discuter de la véracité dans un sens ontologique des pensées, mais on va quand même s'intéresser à leur connexion avec l'expérience. C'est pour ça que je disais que je peux très bien demander à quelqu'un, mais qu'est-ce qui vous fait dire que vos collègues ne vous aiment pas? Vous pouvez me donner un exemple? Racontez-moi un petit peu comment ça se passe. Mais je cherche pas à découvrir une vérité absolue en dehors de l'expérience. Je cherche à ancrer le patient dans son expérience. Si le patient me dit, bah, je sais pas, mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'il m'aime pas, ça me dit quelque chose. Ça me dit que la personne a une pensée qui n'est pas l'air tellement liée à des expériences. Par contre, si elle me dit, bah, je parle avec mes collègues et puis ils interrompent souvent les conversations, ils quittent la pièce, etc. Je me dis, tiens, ok, ça a l'air d'être lié à une expérience. Ça peut quand même être une question d'interprétation, c'est peut-être pas que la personne n'aime pas. On peut continuer d'explorer ça. Ce qui va faire qu'on va cheminer vers une vérité, c'est que la pensée du patient va se connecter à l'ensemble de son expérience. Il va être capable de voir les différents aspects d'une pensée. Qu'est-ce qui vous fait dire que, il vous apprécie? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il vous apprécie pas? C'est ce côté un peu dialectique qu'on trouve. On est habitué à ça. En France, faire des dissertations. Je dis en France que c'est une tradition assez française, cette réflexion dialectique. Euh, on explore une position, son contraire, et puis ensuite on fait une synthèse. La diffusion, c'est un peu ça en fait, c'est de se dire, on va traiter toutes les pensées euh, comme étant des pensées qui peuvent avoir du pour, du contre, et ce qui va compter, c'est comment on va pouvoir les intégrer à l'ensemble du vécu. On va pas chercher à sélectionner des pensées en se disant, bon, celle-là, elle est fausse. Non, je sais pas, dans une attaque de panique, j'ai jamais eu d'attaque de panique, donc probablement c'est pas une attaque de panique, je sais de quoi je parle, donc il n'y a pas de raison. Et je ne vais pas discuter comme ça en me disant, en essayant de rejeter l'expérience ou en rejeter la pensée. Autre chose, je pourrais me dire, je sais pas de quoi je parle. Mais je me dis, là, comme ça, tout d'un coup, il y a un truc qui me vient en tête. Je me dis, mais non, c'est pas possible. Bon, j'ai écrit des livres sur le sujet, j'étais formé à l'AC, je sais ce que pourquoi j'ai cette pensée, je pourrais la rejeter. Mais une autre manière de faire, c'est de se dire, tiens, ok, bah, j'ai une pensée, ouais, je peux être curieux de ça, je peux me dire, tiens, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit peut-être que je suis un peu moins confiance en moi aujourd'hui, ou c'est peut-être dans une phase d'exploration qui fait que je suis un petit peu moins, ouais, un peu moins sûr de moi, ou même je pourrais la traiter juste comme une pensée et sans m'intéresser beaucoup au contenu, en me disant, oh, c'est juste une pensée parmi d'autres. C'est ça le positionnement de diffusion. C'est pas un rejet de la pensée, c'est pas dire
les pensées sont pas réelles, je vais pas écouter mes pensées. Non, non, c'est une intégration de la pensée, mais avec un positionnement qui reste très, on pourrait dire distant, mais j'aime pas trop parce que c'est cette idée qu'on met à l'écart. Alors que, au contraire, moi j'ai tendance à être justement dans quelque chose qui est très intégré. Mais un positionnement sceptique, on pourrait dire. Sceptique au sens noble du terme. C'est-à-dire, je ne prends pas forcément pour argent comptant, mais je rejette pas non plus. Ça m'intéresse. J'ai envie de dire, petite aparté mais pertinente, que c'est sans doute une compétence qui va devoir être développé de plus en plus dans les années à venir. Et en fait, c'est déjà le cas. Et peut-être même d'ailleurs qu'on le fait sans même s'en rendre compte. Euh, Au-delà du cadre thérapeutique. Euh, tout ce qu'on voit actuellement avec le rapport à la réalité dans les sociétés, que ce soit au niveau des informations, par exemple, où on est de plus en plus à se demander si ce qu'on voit c'est vraiment passé ou pas, des vidéos faites par intelligence artificielle. Il y a encore 5 10 ans, on nous montrait les premières vidéos, c'était déjà impressionnant, mais on se disait, OK, on peut arriver à deviner que c'était pas réel. Ça devient de plus en plus compliqué de le dire. Les sources dans les informations, ça devient de plus en plus difficile de savoir ce qui est réellement arrivé ou pas. On peut le voir comme étant le, le- le délabrement de notre société et de notre manière de concevoir et de répondre à la réalité. Une manière plus optimiste, à laquelle j'ai tendance à croire, de voir les choses, c'est qu'on développe la diffusion. C'est que comme justement on a de moins en moins de possibilités de définir de manière catégorique ce qui est vrai ou pas vrai, on est obligé de développer une manière plus ontologique de répondre aux événements. Moi, je le vois pour moi beaucoup quand je regarde les informations ou me regarde mon fil Twitter. Moi, je suis encore sous Twitter en partie parce que j'aime bien, j'en fais un exercice expérientiel. Et c'est perturbant parfois, effectivement, hein, de se dire, ah, mais en fait, régulièrement, j'ai cette pensée, je me dis, mais en fait, je sais pas si c'est vrai ou pas vrai, je sais pas si c'est. Et j'observe ça et je me dis, ok, ben, continuons de vivre, continuons de rester connectés, on va voir. Et je pense que on va avoir besoin de développer ça. Je pense que une vision plus ontologique de la réalité était plus en adéquation avec une société dans laquelle il y avait des canaux d'information qui étaient plus restreints, la chaîne 1, 2, 3, plus contrôlée, les informations viennent du 20h ou des journaux et on sait que c'est ça. Aujourd'hui, c'est plus comme ça je pense qu'on est un peu obligé pour quand même avancer vers l'intégration de pas juste rejeter tout, mais de trouver une manière de vivre ensemble. Isabelle, tu as une question ou il y en a une à Juste lire un peut-être? commentaire d'Emeline qui nous dit, ça me fait penser au cinquième accord Toltec. Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter, finalement, apprendre à observer. Ah bah ouais, tout à fait, tout à fait. Il faudra que j'aille voir ça, je ne connais pas, mais c'est intéressant, je retiens. Et vous allez retrouver, en fait, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ces principes que j'ai définis avec certains termes, en réalité, ils existent dans d'autres traditions. Euh, Comme je disais tout à l'heure, rien n'est vraiment complètement inventé, c'est toujours une transformation. Vous allez retrouver ça dans de la philosophie antique, grecque et romaine, dans des religions, etc. Moi, je suis pas religieux, j'ai pas été éduqué dans la religion, je suis pas religieux, mais ces principes philosophiques m'ont permis de voir plein d'idées en fait dans diverses religions, en partie parce que j'ai fait des cours sur les psychologies de religion à l'université. Ça m'a amené à explorer ces sujets-là. Et en fait, de voir qu'il y a plein d'idées qui sont tout à fait compatibles avec l'approche scientifique, mais à condition d'avoir un positionnement philosophique qui est effectivement moins basé sur une vérité intrinsèque. Et c'est pas évident pour des scientifiques parce que je pense qu'on est généralement formé dans cette idée-là. Moi, c'est de là que je viens, hein, beaucoup plus ontologique que je ne le suis aujourd'hui. Pour moi, les principes comportementaux, ils existaient réellement. Voilà, c'était pas une manière de concevoir les choses, etc. C'était non, on les découvre, ils existent intrinsèquement. Il m'a fallu un certain temps pour me détacher de cette idée-là et de me rendre compte à quel point il y avait vraiment une rigidité par rapport à ça. Donc, acceptation, diffusion, c'est souvent groupé sous l'étiquette un peu d'ouverture, c'est-à-dire on va développer l'ouverture chez le patient. Euh, Ensuite, le pilier central, si on veut continuer de gauche à droite, qui est souvent
considéré comme le pilier de la conscience ou éventuellement de la pleine conscience, s'articule autour du contact avec l'instant présent. Donc ça, si vous connaissez la pleine conscience, c'est quelque chose qui vous parle sans doute. Euh, Encore une fois, c'est quelque chose qui peut être mal compris, ou en tout cas compris de diverses manières. Pas forcément une manière de voir les choses, mais j'ai remarqué que souvent, les thérapeutes ou les patients conçoivent l'instant présent, le contact avec l'instant présent, comme quelque chose qui serait exclusif du passé et du futur. C'est-à-dire qu'il faut que je revienne au présent, il ne faut pas que j'aille partir dans mes pensées vers le futur, il ne faut pas que je reste dans le passé, il faut que je revienne au présent. Euh, Ça, pour moi, c'est une vision qui, justement, ne serait pas moniste de l'expérience. Euh, pour moi, le contact avec l'instant présent, ça implique plutôt une intégration du passé et du futur. Et que le problème de perdre contact avec l'instant présent, c'est pas de penser au futur, c'est le fait que je suis parti dans le futur, mais que je suis plus au contact de ce que je vis aujourd'hui, maintenant. J'ai plus cette perspective de maintenant en interaction avec le futur. Et c'est ce qui fait que, par exemple, je peux commencer à être envahi par l'anxiété de quelque chose qui va se passer ou peut-être se passer parce que je suis déjà dans le vécu de ça. Alors que là, je suis en train de vous parler, j'en suis pas encore à peut-être quelque chose que je dois faire demain matin et qui me stresse. Mais pour l'instant, je suis en train de vous parler où? Est-ce que ça veut dire que je ne dois pas y penser? Si je me dis que je ne dois pas y penser, je vais être dans une logique de fragmentation, de rejet, de suppression, qui va sans doute au contraire avoir un effet contre-productif. Je vais être encore plus anxieux parce que je ne vais pas arriver à contrôler ça. Et puis aussi, ça peut être problématique parce que si je m'entraîne à ne pas penser au futur, si tant est que je puisse y arriver, parce que je pense qu'on n'y arrivera pas de toute façon, mais si tant est que je puisse y arriver, ça va poser des problèmes. Je vais plus être capable de planifier, je vais plus être capable de me projeter, je vais plus avoir capable d'avoir une vision de ma vie qui se tourne vers l'avenir et qui est indispensable pour être heureux, tout simplement. Une des caractéristiques de la dépression, c'est souvent d'avoir du mal à se projeter vers l'avenir. Donc, l'idée de l'instant présent, c'est pas de renforcer ça. À l'inverse, le passé, si je mettais complètement de côté le passé, je pourrais même pas savoir qui je suis. Je pourrais pas. Si on le prend de manière vraiment littérale, et allons-y, prenons-le de manière littérale pour voir vraiment à quel point ça peut pas être juste présent comme un refus du passé et du futur. C'est-à-dire que tous les matins, je me réveille et on redémarre à zéro. Je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas, je ne sais rien, je n'ai plus d'apprentissage. Je repars vraiment au point zéro, si tant est que ce soit possible. Donc, moi, je préfère voir l'instant présent comme une intégration de tout, un- un positionnement, une perspective intégrative. Oui, je peux me souvenir du passé, je peux me projeter dans le futur. Comme je disais tout à l'heure, je peux même euh, rêvasser, fantasmer, rêver, etc. C'est pas un problème, à condition que ça s'intègre dans l'ensemble de mon expérience. Le soi comme contexte, encore une fois, hein, chacun de ces éléments-là, ça pourrait être une formation de 2 jours, hein, donc on fait un panorama ici. Le soi comme contexte, c'est une manière de se conceptualiser, on pourrait dire une sorte d'identité qu'on développe, qui est encore une fois intégrative, on pourrait dire transcendante, dans le sens où je vais avoir une conceptualisation de moi, une manière de me voir qui n'est pas limitée à une identité particulière, un rôle particulier. Par exemple, mon nom, mon âge, ma citoyenneté, la langue que je parle, tout ça, ce sont des éléments qui peuvent définir mon identité. Je vais pas être en fusion, justement, être attaché strictement à ces aspects-là. Je vais me voir comme l'intégration de tout ça. Donc ça permet beaucoup plus de flexibilité, beaucoup plus de possibilités de changement, d'adaptation mais en même temps, euh, une cohérence. Je reste quand même moi. Je sais qui je suis, mais ce que je suis n'est défini de manière continue par l'intégration de tous les aspects de moi, en fait. Donc c'est très très intéressant, encore une fois, d'un point de vue aontologique, parce que ça veut dire que je vais pas m'attacher à une identité à moi de manière finie, en me disant, voilà, ça y est, maintenant je sais qui je suis, et ça, je vais plus en bouger. J'accepte que ça puisse changer. Mais l'acceptation de changement n'implique pas un chaos complet et une désorganisation de ma personnalité, une dissociation, une fragmentation. Non, il y a quand même une sens de cohérence, mais cette cohérence, elle vient du fait que je recherche l'intégration de tous ces aspects de moi.
Et puis ensuite, le dernier volet ici, parfois qu'on met sous l'étiquette engagé, par exemple, engage en anglais, ou actif parfois, mais je pense engagé est sans doute un peu mieux, parce que l'aspect action, comme vous voyez ici, c'est un des concepts, est important, l'idée d'agir en rapport avec son expérience. Mais il faut vraiment être, encore une fois, très intégratif par rapport à la notion d'action. C'est pas juste faire des choses concrètes. Ça peut être une action, ça peut être je prends une heure pour moi pour réfléchir. Ça peut être je contemple la nature. C'est une action, c'est un comportement. Donc pour ça que j'aime pas trop le côté l'idée active parce que ça nous amène sur quelque chose qui serait peut-être un peu trop productif. Il faut que j'ai puisse rayer de la liste un certain nombre de choses, sinon j'ai pas vraiment agi vers mes valeurs. Non, ici, c'est vraiment l'idée de, on va connecter même sa manière d'être, tout simplement, son attitude à des valeurs. Alors, les valeurs, c'est quoi? Les valeurs, c'est, d'un point de vue de l'acte, c'est pas une question de morale, comme on peut souvent le penser. C'est vraiment défini de manière très pragmatique. Finalement, c'est une source de renforcement. Les valeurs, c'est une source de renforcement, donc on est vraiment dans un modèle comportementaliste de ce point de vue-là. Mais c'est un renforcement particulier qui est positif, intrinsèque et généralisé. C'est-à-dire que je vais trouver de la satisfaction dans le fait de me connecter à quelque chose d'important, pas dans le fait qu'il y ait un résultat particulier. Par exemple, là maintenant, si je me connecte à mes valeurs, le fait de parler de ces sujets, pour moi, c'est renforçant parce que j'aime explorer ces sujets-là, ça m'intéresse, j'aime la psychologie, j'aime réfléchir. J'aime partager mes connaissances. Donc je le fais à partir du moment où je suis en train de vous parler, même si je ne vous vois pas, je vois quelques commentaires ici et là, mais j'ai pas vraiment un échange. Je ne sais même pas si vraiment vous l'entendez, ça vous intéresse. À ce stade, j'ai pas le résultat. Et pourtant, ça a du sens parce que c'est une valeur vraiment de renforcement intrinsèque. Les valeurs nous donnent cette possibilité de trouver du sens dans nos actions, quel que soit le résultat de nos actions. Donc c'est très 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 puissant de ce point de vue-là. On peut considérer que c'est problématique. Encore une fois, si on réfléchit avec nos concepts philosophiques, on pourrait se dire, oui, mais est-ce que ça va pas nous détacher justement du résultat de nos actions? Est-ce que par exemple, ça pourrait pas faire que moi, je vais parler, 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 et peu importe que le résultat, peu importe si ça vous intéresse ou pas, euh, je- puisque c'est mes valeurs, je vais continuer, continuer, continuer. Ça dépend. Si une de mes valeurs, c'est l'ouverture, la curiosité, ben, je vais être intéressé par ce que vous en pensez. Et si vous m'écrivez, vous me dites, bon, je suis parti au bout de 5 minutes parce que vraiment, c'était pas très intéressant, ou j'ai tout écouté, mais j'ai rien compris. Si c'est une de mes valeurs, alors je vais écouter ça. Donc, tout est une question des valeurs que je vais avoir. Après, le choix des valeurs, quelles sont les bonnes valeurs, les mauvaises valeurs? Ben, souvenez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure au niveau du pragmatisme, c'est qu'est-ce qui définit ce qui est vrai ou pas vrai. On va devoir revenir sur l'exploration de mon expérience. Donc ça va être encore une fois une exploration holistique de mon expérience. Par exemple, pourquoi est-ce que j'aime partager mes connaissances? Je pourrais me questionner en me disant, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Est-ce que c'est bien d'avoir cette valeur-là ou pas? Je pourrais trouver des justifications. Je pourrais me dire, oui, c'est bien parce que ça peut aider d'autres personnes, etc. Bon, ok. Mais en même temps, je pourrais me dire, oui, mais à quoi bon? Oh, et puis ils peuvent apprendre ça d'autres personnes. Et puis qui est-ce que je suis, moi, au final? Est-ce que je fais pas que répéter ce qui a déjà été dit? Est-ce que j'ai vraiment quelque chose à apporter? On peut tous avoir des questionnements comme ça. Vous avez sûrement des questionnements comme ça en tant que thérapeute avec vos patients, au moins de temps en temps. Vous dire, est-ce que je peux vraiment aider cette personne, moi qui ai des problèmes? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas un thérapeute qui serait plus compétent? Ou même remettre en question la psychothérapie en général. Est-ce que finalement la psychothérapie ne fait pas partie du problème plus que de la solution? Tous ces questionnements-là, on peut les avoir. Mais ce qui va faire émerger une valeur, c'est à un moment donné de se dire, bah, j'ai beau questionner, ça continue d'être vrai. J'ai beau me dire, ouais, finalement, ça n'a pas de sens, ou le mettre de côté, ou vouloir le rejeter. Mais à chaque fois, ça revient. À chaque fois, je me dis, ah, quand même, j'aime bien discuter avec les gens, quand même. J'aime bien quand même explorer des idées.
Et quand je regarde de toute ma vie, les différents domaines de ma vie, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui revient. Et ça revient de manière, on pourrait dire, moniste et holistique, c'est-à-dire je le vois dans plein de domaines. Et c'est ça une valeur. Une valeur, c'est quelque chose qui va pas dépendre d'un contexte particulier. Je me rends compte que finalement, c'est vraiment quelque chose d'important, de transcendant, parce que quoi que je fasse, où que je sois, quel que soit le résultat de mes actions, que ce soit des petites actions, des grandes actions, il y a du sens là-dedans. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis obligé de me rendre un peu à l'évidence. J'aime ça, ça a du sens pour moi. Donc là, c'est un exemple un petit peu de cheminement qu'on peut avoir avec des patients, hein, pour explorer leurs valeurs. Vas-y, Isabelle. Et Laetitia qui nous dit, c'est ce qu'on utilise également dans les niveaux logiques de Dietz. Je ne sais pas si tu connais, j'ai regardé un Non, je ne connais pas. Je connais Hélice, mais je ne connais pas cet aspect-là du travail. Ça m'intéresse. une Ah non, pyramide pardon, je crois que ça dit d'Hélice. Non, de Diltz. Diltz, Dietz, pardon. Ce qu'on utilise également dans les... Non, je ne connais pas du tout, mais il faudra que j'aille explorer. la PNL. D'accord, ouais, ouais. Et oui, encore une fois, hein, il y a plein d'outils que vous allez trouver dans là que vous retrouverez ailleurs. Euh, Une je question. pense pas que vous trouverez tellement d'ailleurs dans l'acte des outils qui soient complètement uniques à l'acte. J'ai envie de dire c'est vrai pour n'importe quelle approche. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'approche qui puisse dire on a un outil, il n'existe que chez nous. Peut-être il y a une certaine manière de le faire, comme par exemple le MDR, il y a une méthodologie qui est très très particulière. Mais si on réfléchit de manière conceptuelle, on se rend compte que, il y a des aspects quand même qui existent en dehors de l'MDR. C'est une forme d'exposition, par exemple. Donc, même si on va retrouver des exercices, par exemple, de valeurs qu'on pourrait considérer être propres à l'acte, si on comprend comment ça marche, on va se rendre compte que non, en fait, ça existe dans bien d'autres approches. Une- Hypnose, PNL, etc. Ouais. Peut-on considérer que nos valeurs peuvent changer? Euh, Rapidement, je pense que si elles changent, c'est sans doute que c'était pas des valeurs. Je pense que des valeurs, justement, si elles sont transcendantes, auraient plutôt tendance à être vraies au cours de la vie et à travers tous les domaines de notre vie. Pour moi, finalement, les valeurs, ce sont des élaborations symboliques de besoins fondamentaux, en fin de compte. Donc, je pense pas qu'on les choisisse réellement, je pense qu'on les découvre et qu'on les développe. Au final, on est avec le besoin d'exploration, d'autonomie, d'attachement, de sécurité. Et après, les valeurs, c'est des élaborations symboliques. Ça devient de plus en plus riche et complexe. On s'intéresse à la littérature, à l'art, à aider les autres, à partager ses connaissances. Ça prend des termes différents, mais au final, on pourrait les ramener à chaque fois à exploration, attachement, etc. Et donc j'ai tendance à penser que ce qui peut changer, c'est la manière dont on les exprime. Euh, Par exemple, vous aidez les personnes qui ont des difficultés psychologiques en étant thérapeute, et puis à un moment donné, vous serez peut-être à la retraite, mais si c'est une valeur, probablement vous continuerez d'avoir cette expression-là, mais ça se fera pas de la même manière. Euh, Maintenant, on n'a pas besoin de considérer qu'elle ne change pas. Encore une fois, c'est un positionnement ontologique. Je peux me réveiller tous les matins en me demandant, est-ce que j'ai toujours cette valeur? Je dirais même que c'est très sain de le faire, de se questionner, de réfléchir. C'est ce qui fait justement que elles vont continuer d'avoir une force. Dans la religion, la spiritualité, on pourrait dire que c'est comme se questionner sur l'existence de Dieu. Les versions dogmatiques de la religion, elles vont dire non, 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 pose pas de questions, c'est comme ça. J'aurais tendance à penser que ça, c'est une déviance de la religion telle qu'elle devrait être appliquée. Je dis pas que moi, je pense que j'ai l'impression que les religions, à la base, sont pas faites pour être dogmatiques, mais plutôt pour faire réfléchir. C'est ma perspective dessus, hein. Après, on peut avoir une autre idée là-dessus. Mais je pense que justement, l'idée, ce serait plutôt de dire, je vais lire par exemple la Bible pour me questionner, pour réfléchir à l'interprétation que j'en fais. Et je connais plein de gens religieux qui en parlent comme ça, hein, donc c'est pas juste moi mon idée plaquée là-dessus. L'idée c'est pas de prendre en disant c'est écrit comme ça, littéralement ça doit être comme ça, mais plutôt de se dire qu'est-ce que moi j'en comprends. Donc ici c'est la même chose avec les valeurs, c'est de se dire ok je suis arrivé à une valeur, mais ça veut pas dire que je m'arrête là, ça veut dire que je me questionne, je me dis c'est quoi cette qui me porte, mais qu'est-ce qui est important là-dedans pour moi? Et c'est ce qui fait que justement, on maintient ce processus très vivant. Les actions, c'est tout ce qu'on va faire qui va se connecter aux valeurs finalement.
là, on va voir à nouveau vraiment le lien avec le pragmatisme, hein, c'est de réfléchir en termes de comment j'ai envie de vivre ma vie, comment je vais faire des choix qui vont m'orienter vers mes valeurs, quoi, tout simplement. Là, on va retrouver des outils souvent classiques des approches comportementales, comme l'activation comportementale, par exemple. Je disais en introduction de cette présentation que aujourd'hui, ce serait peut-être compliqué de dire vraiment l'acte est différent des autres TCC parce que plein de modèles des TCC ont évolué en intégrant des choses qui ont pu être amenées par l'acte ou la pleine conscience ou autre. Par exemple, l'activation comportementale, avec le temps, elle a intégré la pleine conscience, elle a intégré les valeurs. Et au final, ben, on pourrait dire c'est de l'acte au final. Ou on pourrait aussi dire l'acte, c'était de l'activation comportementale qui ajoutait les valeurs ou la pleine conscience. Peu importe, au final, on ajoute les éléments qui semblaient manquer et qui semblent utiles. Ce qui fait qu'on peut vraiment l'appeler comme on veut. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que même les développeurs de l'acte, comme Steve Hayes, disent souvent. Ils disent, peu importe comment vous l'appelez. C'est pas une approche qui a suivi le chemin, vous savez, du copyright et de la certification. Ça fonctionne pas comme ça. Pour le pire et le meilleur, ça a des avantages et des inconvénients. Vous pouvez pas être certifié thérapeute acte parce qu'il n'y a pas de cursus spécifique avec des niveaux. Euh, L'avantage, c'est que vous pouvez le faire sans avoir besoin d'une reconnaissance spécifique. Personne ne viendra vous dire, moi je fais de l'acte, toi t'en fais pas, etc. Enfin, des gens peuvent le dire, mais ce sera pas des experts de l'acte, ce ne sera pas des formateurs de l'acte, parce que justement, dans les valeurs vraiment ancrées dans cette approche, c'est de se dire, non, on va pas suivre ce chemin-là. On va suivre un chemin qui accepte que justement le modèle puisse évoluer, qu'il est intégratif. Ça a des inconvénients, c'est qu'effectivement, il y a moins de garanties de qualité de ce point de vue-là, mais je trouve que c'est une expérience intéressante d'un point de vue scientifique et d'un point de vue de formation. Il y a d'autres approches qui sont beaucoup plus strictes de ce point de vue-là, comme le MDR par exemple, la pleine conscience, qui ont des cursus de formation, qui définissent strictement ce que c'est. Et moi, je pense que ça a sa valeur aussi. C'est bien que ça existe aussi et que ce soit différent. Je regarde l'heure pour voir à quoi on en est, ce qui me reste comme temps. Parce qu'en fait, je ne vois pas l'heure qu'il est. Il est Tu peux me 21. dire combien de temps il me reste? 21. Ok, donc il me resterait 10 minutes. Oui, c'est pas mal. Je vais vous présenter une ou deux diapos qui présentent des modèles alternatifs à ce modèle ici là, des 6 processus qu'on appelle parfois l'hexaflex, flexibilité, hexagone. Bon. Euh, que je connais moins, j'utilise pas moi particulièrement, je peux pas en parler en grand détail, mais c'est pour illustrer que justement ce que je viens de dire, c'est qu'il n'y a pas une définition ontologique et rigide de ce que doit être l'acte, comment doit fait l'acte. Il y a vraiment cette notion d'ontologie, de pragmatisme que vous allez retrouver de la recherche fondamentale jusqu'à l'application en thérapie. Ce qui est important, c'est de comprendre les principes. Ensuite, la manière dont vous le faites, si c'est consistant avec ces principes-là, bah, vous pouvez le faire d'une manière très, très variée. Donc, un modèle qui est assez populaire, qui s'appelle la matrice, qui est développé à la base par Kevin Paul, qui travaille aux États-Unis. D'ailleurs, c'est intéressant rapidement de raconter comment ça s'est développé, enfin, pour le peu que je connaisse de l'histoire. Kevin Paul, c'est un thérapeute qui travaillait dans les hôpitaux militaires aux États-Unis. Donc, un thérapeute, pas du tout un chercheur, un auteur ou quoi que ce soit de ce point de vue-là. Peut-être un peu de formateur, je sais pas, mais je sais plus comment il a découvert l'acte. Mais il a développé son propre modèle, sa propre manière de le faire, la matrice. Et puis il l'a présenté à un moment donné dans une conférence, mais si je me souviens bien de l'histoire, j'y étais pas de manière assez humble, quoi. Tiens, voilà comment je fais de l'acte, moi. Et justement, comme la communauté fonctionne de manière très ouverte et en se disant ah, tout nous intéresse, bah, au lieu qu'on lui dise non, non, ça c'est pas de l'acte, non, est-ce que tu connais vraiment l'acte? Non, au contraire, les gens se sont intéressés et c'est devenu un des outils populaires de l'acte. Des livres qui ont été écrits, des auteurs comme Benjamin Schendorf, qui a été formé par lui à l'époque, qui a écrit son livre Acte, complètement basé sur la matrice, qu'il a fait évoluer aussi de son côté. Euh, Ce serait peut-être pas possible dans tous les modèles, de toutes les approches. Pas mal d'approches qui sont beaucoup plus conservatrices de ce point de vue-là. Encore une fois, ça a aussi des avantages. Mais si vous aimez bien l'ouverture, si vous aimez bien pouvoir
créer, c'est une approche dans laquelle vous serez souvent très à l'aise. Alors rapidement, je ne vais pas le faire très très bien parce que c'est pas mon outil, mais pour faire un peu le lien avec ce qu'on a dit, il y a cette notion de pragmatisme, puisqu'on va être dans une réflexion en termes de s'éloigner ou de s'approcher de ses valeurs, ou des pensées qui sont ressenties. En fait, aider les patients à distinguer entre l'évitement expérientiel, le fait que les actions qu'ils font sont plutôt motivées par le fait de contrôler ou de réduire des ressentis émotionnels, ou est-ce que leurs actions sont dirigées vers des valeurs? Une autre version, ce serait simplement de dire est-ce que ça s'approche ou ça vous éloigne de vos valeurs? En tout cas, on retrouve cette idée pragmatique, cette idée que on va réfléchir en termes de ce qui fonctionne plutôt que de ce qui est vrai d'une manière intrinsèque. Cette recherche de vérité, elle est guidée par les valeurs. C'est une manière de le dire. C'est pas qu'on ne s'intéresse pas à la vérité, c'est que la vérité est définie par les valeurs. C'est vrai si si c'est connecté à mes valeurs et que ce que je fais me permet de me connecter à mes valeurs. Un autre axe, c'est l'axe de l'expérience des cinq sens par rapport à l'expérience mentale intérieure. Ça pourrait faire penser un peu à du dualisme en se disant on va créer une catégorie, des catégories différentes d'expériences, le mental et le reste. Ça m'a jamais trop plu, pour être honnête avec vous, cette distinction dans ce modèle, mais je pense qu'il ne faut pas le prendre de manière trop littérale. L'idée, c'est pas de dire, voilà, il y a deux mondes complètement séparés, du dualisme vraiment primaire, c'est de reconnaître plutôt les différents aspects de l'expérience. C'est vrai que c'est pas la même chose de tenir ma tasse ici dans ma main, vous voyez pas très bien, et voilà, que de la regarder, par exemple, c'est déjà une expérience différente, ou de l'imaginer, ou de penser à la sensation de l'avoir dans les mains, ce dont je suis capable. Et ça a son importance quand on aide les patients à réagir à leurs expériences. Notamment bah, dans ce rapport au présent, au futur, par exemple. Comme je disais tout à l'heure, si si je pense à quelque chose que je dois faire demain matin qui me procure de l'anxiété, être capable de reconnaître que c'est une expérience mentale de projection dans le futur, mais que mon expérience des cinq sens, pour l'instant, c'est de me dire je suis face à mon ordinateur à vous parler. Ça permet de distinguer, de faire une discrimination entre différents aspects de mon expérience et ensuite de répondre à ce qui est le plus pertinent. Bon, je ne suis pas encore demain matin, pour l'instant, je suis en train de vous parler, vous. Donc, de ce point de vue-là, c'est intéressant. Euh, mais je ne ferai pas une distinction trop fondamentale au point de se dire que ce qui compte, c'est d'être dans les expériences des cinq sens, parce que c'est là qu'il y a la vraie expérience. Et je vois parfois des approches comme ça qui considèrent que ce qu'il faut, c'est se mettre au contact de son ressenti corporel, les pensées, c'est juste des illusions, etc. Moi, je vois pas les choses comme ça. Je vois les choses de manière moniste, intégrative complètement. C'est-à-dire, tout est expérience. Ma pensée, mon idée, mon rêve, mon ressenti physique, tout ça, c'est de l'expérience. Ce que je cherche à faire, c'est intégrer tout ça. Comment les choses peuvent se mettre ensemble. Et puis, on a l'émergence au milieu de ce moi qui observe qu'on pourrait comparer au, euh, au soi contexte dans le modèle précédent. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de perspective euh, transcendantale, on pourrait dire, ou qui transcende un petit peu toutes ces expériences, qui permet d'observer tout, de tout intégrer. Euh, un autre modèle, alors là je le connais encore moins, donc je peux vraiment pas beaucoup en parler en détail, mais j'ai pensé quand même que ça serait intéressant de vous le présenter, vous pourrez aller explorer. J'ai trouvé qu'une image avec les termes en anglais, mais je sais qu'il y a des ressources qui ont été traduites, peut-être même des ressources originales, j'en suis pas sûr, mais je sais qu'il y a des livres en français, des personnes qui font des formations sur ce modèle en français, qui s'appelle alors en anglais, c'est DNAV, donc rapport avec l'ADN, hein, c'est pour une espèce d'acronyme. On voit quand même, je vais le faire un peu avec. En fait, je vais le faire un peu. J'ai lu le premier livre à l'époque, mais j'ai un peu oublié, je suis pas allé revoir. Mais je vais deviner un petit peu en me basant sur les principes philosophiques dont on a parlé. Il y a cette notion de valeur, donc là on la retrouve littéralement, qui, vous voyez, va fonctionner un peu comme une boussole. Donc on va se guider en fonction des valeurs. Là, c'est très lié à ce qu'on disait tout à l'heure avec l'hexaflex ou la matrice. Ensuite, il y a cette notion de, ben là je vais regarder autour, le contexte, soi, le social. Ce que j'imagine, c'est que ça permet d'explorer toute l'expérience. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Le domaine social, comment j'interagis avec les autres, avec moi-même, puis contexte général. Donc c'est un rapport à l'expérience de manière vraiment intégrée et complète.
Et puis ces trois entités ici, on va retrouver aussi ce qu'on a vu dans l'hexaflex ou dans la matrice. Il y a la notion de noticeur, donc ce serait un peu l'observateur, celui qui remarque. Donc ça, c'est ce côté un peu pleine conscience, on pourrait dire, observation, comme le moi qui observe, qu'on voyait dans la matrice. Donc il y a cette notion de prise d'information dans l'expérience. Discover, donc celui qui découvre, qui explore peut-être aussi, je pense on peut dire, c'est ce côté interaction avec l'expérience. Moi, j'aurais tendance à y voir peut-être une notion aussi de d'aontologie en disant je suis curieux, j'explore, je suis sceptique en même temps, je suis toujours un peu dans une recherche d'exploration, de réflexion. Et puis le advisor, c'est celui qui donne conseil. Donc cet aspect-là, ce serait celui qui conceptualiserait peut-être l'expérience qui a été découverte, qui réfléchit, qui établit des principes de fonctionnement. Parce que oui, il ne s'agit pas juste de prendre de l'information, il faut la conceptualiser, se dire, tiens, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que j'en tire comme conclusion. Et tout ça étant guidé par un ancrage ontologique et pragmatique. Encore une fois, l'idée, c'est pas de rechercher une vérité dans un sens absolu, intrinsèque, mais vraiment dans un sens de valeur, un sens pragmatique. Et puis le dernier, que j'appelle pas d'habitude acte, mais qui au final c'est de l'acte, ça fait référence à une approche que moi j'ai développée par la suite et qui est celle que j'utilise le plus souvent, qui est liée à la théorie des cadres relationnels. Je l'ai dit tout à l'heure, la théorie des cadres relationnels, c'est une théorie du langage qui est sous-jacente à l'acte. Ici, je ne rentre pas dans les détails ici, mais c'est quelque chose qui peut vous intéresser si vous explorez l'acte. Finalement, on va retrouver dans ce modèle-là, on pourrait considérer que c'est une autre manière encore de faire l'acte, mais qui est plus ancrée dans les principes de la TCR. Il y a deux processus fondamentaux, et encore une fois, on va retrouver cette même idée. Euh, Ici, c'est la sensibilité contextuelle, donc c'est la capacité à être conscient du contexte et à répondre à ce qui est pertinent, donc avoir une flexibilité de réponse. Et puis la cohérence fonctionnelle, c'est la pensée pragmatique et holistique, donc cette capacité à réfléchir en termes de ce qui fonctionne, de ce qui est utile, et de manière intégrée en même temps. C'est vraiment juste un petit panorama hein, pour juste ce que j'avais envie c'était de vous donner cette perception du modèle qui est fortement ancrée dans une réflexion philosophique et théorique et qui ensuite permet une grande flexibilité sur le plan pratique. Une grande flexibilité, une grande créativité, une grande liberté. Et finalement, je conclurai avec ça, ça n'est qu'une reproduction ou une illustration de ce qu'on cherche à faire avec les patients. Avec les patients, on essaye de développer chez eux un ancrage dans leurs valeurs, c'est comme les concepts philosophiques, et de développer de la flexibilité, ça c'est les actions, la manière dont ils vont répondre à leurs expériences. Je vois quelques questions sur des formations. Alors en présentiel, j'ai pas là comme ça en tête des choses qui sont juste disponibles. Je sais qu'il y a des choses qui se font sur Paris, un collègue qui suivait mes formations à l'époque, Benoît Hainaut, qui a un centre de formation à Paris, qui organise souvent des formations en ligne et peut-être aussi présentielles. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est SIPSI, son centre. Je sais qu'il y a des choses qui se font aussi à la FTCC. Il me semble qu'il y a des modules ACT, en tout cas, il me semble qu'il y en avait à une époque. Il y a Jean-Louis Monassès qui organise des choses. Je ne sais pas si c'est uniquement en ligne. Je pense que c'est peut-être qu'en ligne. Euh, et après, désolé, j'ai pas pensé comme ça au niveau des références. J'organise aussi des formations, par exemple sur les valeurs, sur le soi comme contexte. Je pense que si une chose que je peux vous donner comme ressource, c'est la page Facebook des amis de l'association francophone euh, de sciences contextuelles. Alors là, vous n'allez jamais retenir si je vous dis comme ça, j'ai du mal. C'est l'AFSCC, donc l'Association francophone de sciences comportementales contextuelles. En fait, c'est la branche francophone de l'ACBS, qui est l'association internationale ACT, etc. Peut-être vous l'ajouterez dans les liens de la vidéo quand elle sera postée sur YouTube par la suite. Sinon,
faites sur un moteur de recherche, tapez thérapie d'acceptation et d'engagement, formation, etc. Et vous allez retrouver des choses. Il y a des groupes Facebook qui publient aussi des informations là-dessus. Merci beaucoup. On arrive à la fin Ouais. de cette période. Merci, merci mille fois, Mathieu. Peut-être juste rappeler aussi, je crois que c'est l'ACBS qui va être en congrès en Et oui, 2000. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. L'IMA l'a réalisé parce que ça fait C'est tout tellement gagné. longtemps qu'il imagine que ça pourrait arriver et maintenant ça va arriver finalement assez vite. C'était en 2026 à Lyon, sans doute en juin ou juillet. Le congrès international de l'ACBS, donc l'association internationale ACT. Il y aura des formations en français, des choses qui seront aussi traduites. Donc même si vous ne parlez pas anglais, allez-y. Mais si vous avez en plus la possibilité de comprendre l'anglais, il y aura aussi pas mal de formations proposées par des formateurs internationaux. Donc ça vaut vraiment la peine. Puis c'est- même si c'est devenu des rencontres avec beaucoup de monde, et donc c'est un petit peu plus difficile que moi à l'époque, quand les premières conférences où je suis allé, on rencontrait plus facilement un peu tout le monde. Maintenant, c'est sûr que c'est devenu plus important, mais ça reste des lieux où on peut faire pas mal de rencontres et je pense avoir cette idée de ce qu'on disait tout à l'heure sur cette communauté chaleureuse et très accueillante. Donc, n'hésitez pas à y aller, même si vous connaissez personne. Je pense que vous aurez une bonne expérience de ce point de vue-là. Et merci pour les commentaires et les retours. C'est sympa parce qu'effectivement, quand on fait un webinaire et on finit par se parler un peu à soi tout seul, encore merci d'avoir laissé ta vidéo, Isabelle. Comme ça, j'avais quelqu'un à qui parler. Mais c'est vrai qu'on peut se perdre un petit peu dans ces idées, ces réflexions. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura donné envie d'aller explorer davantage. Euh, plein de ressources hein, au niveau des livres. J'ai montré les On miens, fait un mais site vous aussi, hein. trouverez plein de choses aussi par des collègues. Il y a des traductions aussi. J'ai pas lu les traductions pour être honnête avec vous. Les traductions sont jamais idéal. C'est pas facile de traduire, donc j'aurais tendance à vous conseiller les livres écrits par des francophones d'abord, mais il y a quelques classiques qui sont vraiment intéressants à lire. Ça vaut la peine aussi d'aller voir. Si vous ne lisez pas en anglais directement, allez voir quand même certains de ces livres au moins, ça en vaut la peine, je pense. En tout cas, on te Merci retrouve beaucoup pour tous les tard l'année retours, c'est prochaine. très sympa. Merci à tout le monde. Oui. Merci encore, Mathieu. Au revoir, au revoir. Au revoir tout le monde.